Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter le 5e opus du Nikon Z9. Le Nikon Z9 est déjà un boîtier historique. C'est le boîtier qui vient d'être livré dans la Station spatiale internationale. Ce sera l'un des boîtiers majeurs des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et c'est aussi le boîtier qui documentera le retour de l'homme sur la Lune lors de la mission Artemis 3 de la NASA. La conquête spatiale, les Jeux Olympiques sont des événements aux situations extrêmes et c'est ce qui fait leur point commun. Parce qu'on attend d'un boîtier comme le Nikon Z9 dans des conditions extrêmes que sont la conquête spatiale, les Jeux Olympiques ou d'autres environnements, ce sont des éléments de fiabilité absolument nécessaires, une productivité dans le boîtier et après la prise de vue, aussi bien en photo qu'en vidéo, et des capacités de transmission. Par le passé, nous avons sorti des versions intermédiaires, des versions S de nos boîtiers professionnels. Depuis le Z9, nous avons fait le choix de nous appuyer sur l'X-Speed 7 pour faire des évolutions majeures à chaque fois, des versions de firmware de la version 2 à la version 5 aujourd'hui. Tout ça gratuitement. Alors on ne va pas passer à travers les centaines d'évolutions que nous avons effectuées depuis 2 ans et demi maintenant que le boîtier est sorti, avec des évolutions tous les 6 mois. Avant de se concentrer sur les évolutions majeures de la version 5, faisons un rapide retour sur les évolutions de la version 2 à la version 4. On a vu après le lancement du boîtier, quelques mois plus tard, l'implémentation de la 8K en 60 images par seconde en RAW, qui s'accompagnait en vidéo de vitesse lente pour une plus grande créativité. On a aussi 2 modes autofocus zone large customisables, C1 et C2, qu'on peut dimensionner à la forme qu'on veut pour pouvoir avoir différents sujets. Et aussi le pré-capture, c'est-à-dire le pré-déclenchement avant l'appui sur le déclencheur. Rien que ça, rien que cette partie-là en version 2 faisait déjà une évolution majeure. Ensuite, la version 3 du firmware, on a vu l'arrivée de la réduction de flicker haute fréquence, principalement pour les LED, le mode continu en 60 images par seconde en DX, ainsi que le zoom haute résolution en vidéo qui permet d'avoir, avec une focale fixe, une possibilité de zoomer dans l'image de façon extrêmement belle, des 8K au 4K. Avec ces évolutions majeures, comme la version 3, on a bien sûr eu des améliorations de l'autofocus dans les basses lumières, toutes les performances qui peuvent être optimisées selon le retour des utilisateurs, ainsi que de nombreuses fonctions de personnalisation des boutons. Cette personnalisation des boutons, c'est véritablement l'objet de la productivité de ce genre de boîtier pro. Déjà, avec cette version 3 fin 2022, on avait déjà plus d'une centaine d'évolutions d'optimisation du boîtier. Et en 2023, avec la version 4 du firmware, nous avons lancé la prise de vue automatique. La prise de vue automatique, c'est un piège photo ou vidéo dans lequel le sujet va être caractérisé par sa zone, sa profondeur, sa direction et son mouvement. De cette évolution majeure de la version 4 en 2023 se sont accompagnées des optimisations du zoom et de résolution en vidéo, de l'autofocus ainsi que du pré-déclenchement et un nouveau mode slow-mo en vidéo aussi. Alors pourquoi la version 5 du firmware du Z9 est encore plus tournée vers les Jeux Olympiques et les situations extrêmes? Parce que l'ensemble des fonctionnalités se regroupe en 2 usages majeurs que sont la productivité d'un côté et la transmission de l'autre. En termes de productivité, on va commencer par les améliorations qu'on a effectuées sur l'autocapture. L'autocapture étant de plus en plus utilisée, il nous fallait améliorer son ergonomie et on a ajouté des fonctions par rapport à celles qu'on a implémentées dans le Z8. On va se rendre dans le menu prise de vue photo et on va descendre tout en bas jusqu'à prise de vue automatique. Ici, en termes de description, d'interface graphique, on voit que la taille la plus petite qu'on va choisir, quand on choisit 1, c'est bien les plus petits sujets vont être détectés. Et avec le bar graph, ici, on se rend compte que quand on passe à 5, on aura uniquement filtré les sujets les plus grands. Alors, bien sûr, on ne peut pas donner des valeurs de taille parce qu'il faudrait intégrer la focale et se dire voilà, quelle taille en mètres ou en centimètres font les sujets. Mais bien sûr, ça va dépendre aussi de la profondeur à laquelle ils passent dans le champ. Pour ce qui est de la vitesse, c'est la même chose. On se rend compte avec le petit compteur de vitesse ici qu'on va filtrer les vitesses soit les plus lentes à laquelle on démarre. Quand c'est 1, ce sera la vitesse. Toutes les vitesses quasiment sont prises en compte. En revanche, quand on va choisir 5, on ne filtrera que les vitesses les plus rapides. Donc les sujets les plus rapides seront pris en compte dans la capture. Pareil pour la partie de la distance choisie. On aura des distances plus ou moins éloignées et c'est bien indiqué directement sur l'interface graphique. Le plus important se trouve en termes d'évolution, et là c'est une évolution qui est nouvelle par rapport à celle du Z8 par exemple, on a tout ça déjà sur le Z8. En revanche, quand on appuie sur le bouton suivant, on va avoir un réglage de la durée et du début de la prise de vue. Ça c'est extrêmement important. Quand on crée un environnement de piège photo ou vidéo, on a aussi envie de se dire je veux commencer à telle date et telle heure. Parfois on a besoin de déterminer une date et une heure de début car on veut filtrer aussi tout ce qui va se passer avant cet événement, aussi bien que ce soit une course cycliste, un événement qui va se produire à un horaire donné. On n'a pas envie d'avoir des acquisitions qui vont remplir la carte avant cette heure dite. Donc on va appuyer ici sur le petit bouton, sur le bouton fonction 4 ou clé sur le boîtier.
Et on va pouvoir régler ici si on a un décalage de l'heure de prise de vue ou pas. Dans ce nouveau menu, on va pouvoir déterminer si on active cette heure de démarrage ainsi que cette durée de prise de vue. On va pouvoir faire une sorte de créneau de temps comme ça. Donc la première chose, c'est d'activer oui ou non cette réservation et ensuite de déclarer la date de démarrage ainsi que l'horaire. Ici, on peut choisir 1 heure, 2 heures ou 3 heures ou pas de limite, c'est-à-dire qu'on vient relever son boîtier une fois qu'il a terminé son acquisition et c'est ici qu'on le règle. Pour ceux qui ont déjà utilisé l'autocapture, on a le choix de réglage des vitesses entre 30, 60 ou 120 images par seconde. Il est clair qu'avec la performance de l'autofocus, de la détection des sujets ainsi que cette heure de départ et de fin de la capture elle-même, on va avoir probablement parfois trop d'images dans notre editing. Pour accompagner cette fonction d'autocapture et ainsi que la pré-capture qui marche uniquement en version cadence continue, c'est-à-dire la version C 30, 60 ou 120, on a ajouté un nouveau mode de réglage qui est le C 15 images par seconde. Ainsi, en pré-capture, on aura moins d'images avant la prise de vue et ça permettra d'avoir un monde d'editing, un editing qui sera un petit peu plus léger. Tout en parlant d'optimisation de la productivité, on est vraiment dans ce cadre-là avec le Z9, on a aussi énormément élaboré la façon de visualiser les images. Le fait d'avoir la possibilité de faire une cadence jusqu'à 120 images par seconde nous donne un nombre d'images qui peut être gigantesque par jour de prise de vue. Donc l'idée ici était de pouvoir relire les images de façon la plus ordonnée et la plus cadencée possible. Cette nouvelle fonctionnalité, qui est la fonctionnalité de visualisation des séries, est de pouvoir ranger les images par rafale, tout simplement parce qu'on peut ensuite les éditer de façon la plus efficiente possible. Pour ce faire, on va aller dans le menu lecture. Ici, on est vraiment dans la post-production, mais la post-production du boîtier. Pour pouvoir aller choisir et ensuite éventuellement transférer ou juste sélectionner les bonnes images, on va aller les sélectionner plus facilement. Et on va descendre dans la visualisation des séries. Cette fonction n'est pas nouvelle, elle existe déjà dans le Z9. En revanche, il y a des améliorations ou des optimisations qui ont été faites dans les différents menus. Par exemple, ici, si on met tout en on, on aura bien la possibilité avec le sélecteur secondaire, c'est-à-dire la molette avant du boîtier, de pouvoir basculer à chaque début de rafale. Imaginons que vous ne travaillez que en rafale principalement pour aller chercher des sujets très rapides comme des animaux ou des objets ou des véhicules ou des sportifs par exemple. Vous allez pouvoir basculer d'une rafale à l'autre juste avec la molette avant. Donc ça va très très vite déjà. Ensuite, on active ou on désactive la visualisation auto des séries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va être sur lecture, dès qu'une rafale est affichée, elle va commencer sa lecture automatiquement, un peu comme un GIF animé. Donc avec le joystick arrière, on va pouvoir naviguer soit à l'intérieur d'une rafale de haut en bas avec le joystick ou de gauche à droite à la rafale d'avant ou la rafale d'après. Dans la visualisation automatique des séries, donc les séries sont bien des rafales, on peut activer la visualisation en boucle, c'est-à-dire à chaque fois on va relire jusqu'à pouvoir aller chercher la bonne image. Et c'est vrai que quand on décompose le mouvement, c'est parfois très intéressant d'y revenir une deuxième ou une troisième fois et on va pouvoir ensuite verrouiller la bonne image avec ce joystick. Le délai avant la visualisation aussi est très important, soit on cherche à le démarrer immédiatement, soit il va avoir un délai un tout petit peu plus court avant le démarrage. Ça permet de sauter de rafale en rafale de façon un peu plus simple, c'est-à-dire qu'on n'aura pas un démarrage immédiat. En revanche, si on veut aller très vite, parce qu'on a beaucoup d'images, par exemple sur des actions de foot ou d'autres sports qui vont être très dynamiques, on va avoir effectivement la possibilité d'éditer en direct et là on va démarrer immédiatement. Et enfin, la vitesse de relecture, soit on la choisit comme le mode de déclenchement actuel, donc si on fait du 120 images par seconde, on relira en 120 images par seconde, ou alors on choisit de la décomposer un peu plus pour pouvoir aller chercher l'image qui nous intéresse. Ici par exemple, on va se mettre en 30 images par seconde. Donc là, je vais aller relire des images par exemple, et en l'occurrence, j'en ai quelques-unes ici. Et si je fais lecture là, vous voyez que j'ai directement les images qui s'affichent et ça part en boucle. Donc clairement, si j'appuie sur mon joystick ici, je vais pouvoir m'arrêter sur l'image qui m'intéresse et choisir la bonne. Nous avons aussi amélioré l'ergonomie de la fonction de réduction de scintillement haute fréquence. Alors elle est beaucoup utilisée dans les conditions où il y a de l'éclairage LED qui est ici présent, par exemple comme pour notre tournage, aussi bien sur les éclairages qui sont autour des stades ou dans les concerts ou dans les différents endroits éclairés de façon artificielle. Il fallait qu'on trouve une solution de faire cette conversion qui est assez compliquée entre la fréquence d'affichage qui se fait en Hertz et le temps de pause effectué aussi bien en photo qu'en vidéo. Donc on a amélioré le menu qu'on va ici trouver dans le menu prise de vue à nouveau.
Et donc on va trouver dans le menu réduction du scintillement haute fréquence, pas uniquement activer, désactiver, on va aller chercher derrière comment ça fonctionne. On va pouvoir choisir de faire des 4 pré-réglages qui seront des réglages de fréquence standard qu'on va rencontrer régulièrement. Ces réglages de fréquence sont les fréquences réelles des panneaux LED qu'on va rencontrer. Et le boîtier va se configurer automatiquement en temps de pause sur des sous-multiples de cette valeur-là. Par exemple, ici, on a 1920 Hz, on aura le 1920e de seconde et des sous-multiples qui seront divisés par 2, puis divisés par 4, puis divisés par 8. Ça nous permet de jouer dans différents diaphes et de ne pas avoir à passer la molette et ne pas avoir à passer la molette sur toutes les vitesses intermédiaires qui sont parfois véritablement fastidieuses. Mais c'est bien parce que l'offre LED est très très importante et qu'il y a de nombreuses fréquences. Une fois qu'on a sélectionné ces fréquences, par exemple, je les règle ici de façon un petit peu arbitraire, à 9480 par exemple ici Hertz pour la plus élevée, on va pouvoir aussi aller les récupérer en appuyant sur le bouton sur lequel on aura affecté la réduction de scintillement haute fréquence. Par exemple, j'ai affecté la fonction de réduction de scintillement haute fréquence au bouton clé ici, qui est la fonction 4 sur le boîtier, comme affiché ici sur les commandes de prise de vue perso. Donc une fois que j'ai appuyé sur mon bouton de réglage donc, du scintillement haute fréquence, j'ai l'apparition d'un menu qui va me permettre, avec la molette arrière, de basculer dans mes intermédiaires sur le mode pré 4, et si je bascule avec la molette avant, je vais pouvoir naviguer, comme on le voit à droite, entre mes différentes fréquences qui sont réglées par avance. Donc ça, c'est déjà très précis. On peut vraiment se retrouver dans ces réglages de fréquence et on aura beaucoup moins d'intermédiaires quand on va tourner la molette pour aller choisir le bon temps de pause. Donc ici, par exemple, quand on a appuyé sur le bouton DISP, on va pouvoir aller régler directement les 4 pré-réglages un par un ou juste un seul qui va nous intéresser. Par exemple, le pré 1 ici, je vais le descendre de 9480 à 7560 par exemple. Une fois que c'est validé, j'ai mon pré-réglage 4 qui est en cours. Donc une fois que je vous rappelle ici, on appuie, on choisit pré-réglage 1, 2, 3 ou 4 directement sur le boîtier. Encore une fois, quand on se projette dans ce genre d'utilisation, on se rend compte que la productivité va forcément augmenter si on n'a pas à chercher énormément la bonne vitesse par rapport à l'éclairage environnant. Nous avons vu l'autocapture, les augmentations des différents modes de rafale, la visualisation des images par série. Il y a aussi tout un élément de post-traitement qui a été enrichi sur le ZF et sur le Z8, qu'on a aussi implémenté sur le Z9, évidemment, à savoir le picture control de portrait riche, la fonction de lissage des peaux qui s'appelle maquillage ou encore la balance des blancs qui va s'ajuster sur les teintes chères. Donc encore une fois, on se concentre sur la productivité aussi bien en photo qu'en vidéo et on va pouvoir régler son image la plus parfaitement possible en sortie de boîtier. Une autre évolution majeure du firmware 5 du Z9, c'est la réduction du bruit ISO. Nous avons travaillé pendant des mois en collaboration avec différents photographes pour optimiser la réduction de bruit des JPEG principalement, mais qui s'applique aussi au RAW, dans les hautes sensibilités, à savoir 4000, 6400 ISO. Pour activer ces nouveaux réglages, on a créé un nouveau menu. On va se rendre dans le menu prise de vue, puis réduction de bruit ISO, et vous voyez qu'on a 2 types, le type A et le type B. Le type A est celui qui existait jusqu'alors, le type B est le nouveau type. Ce que je vous invite évidemment à faire, c'est de comparer, de faire les prises de vue dans les mêmes conditions et de comparer ces types A et ces types B. Le changement est vraiment radical en termes de conservation de la qualité de couleur et du bruit. Comme pour les précédents boîtiers pro, la conservation du volume dans les hauts ISO est extrêmement importante. On peut se rendre compte que parfois, la saturation du bruit infecte le volume des images, et là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Le volume des images est excellent. Maintenant que nous avons vu les évolutions majeures de la version 5 du firmware du Z9 au niveau de la productivité, on va se concentrer maintenant sur la transmission. Maintenant qu'on a fait la plus belle image possible, dans certaines conditions comme les conditions les plus extrêmes ou l'actualité la plus chaude, il faut transmettre son image. Une évolution majeure que nous apportons maintenant avec la version 5 du firmware du Z9, c'est la possibilité de transmettre en FTP, en HEIF. Attention, c'est du HEIF 8 bits. À l'inverse du HEIF 10 bits qu'on trouve par exemple sur le Z8 pour une immense qualité d'image en termes de dynamique. Ici, on va parler du HLG. Le HEIF 8 bits, on le trouve déjà sur certaines plateformes de téléphonie mobile où en fait les images ne sont plus enregistrées en JPEG, mais en HEIF ou HEIC en 8 bits.
Ce format-là, en fait, il a une grande caractéristique, c'est qu'il est capable de compresser les images de façon extraordinaire, et je pèse mes mots parce que ça fait quand même un moment que le JPEG existe, et on n'avait pas trouvé d'alternative véritablement efficiente au JPEG. Le HEIF 8 bits est probablement actuellement la meilleure alternative au JPEG. Au moment de l'envoi, on va faire passer un fichier qui va pouvoir faire 1 mégaoctet ou moins. Vous comprenez à ce moment-là l'enjeu qui se profile, c'est que quand on va être en mobilité, par exemple, dans un environnement, on va dire, qui n'est soumis que à la donnée mobile, dans des réseaux qui sont très lointains des villes et compagnie, par exemple sur une moto ou dans un hélicoptère ou dans un autre environnement comme même dans l'espace, le fait de pouvoir envoyer le premier mégaoctet est généralement relativement simple une fois que la connexion est établie. En revanche, après, cette transmission, ce débit va souvent avoir tendance à chuter. Donc on va regarder ça maintenant dans le menu et voir comment ça se profile. Et tout se fait dans le menu réseau, se connecter au serveur FTP. Parce que c'est dans ce cadre-là qu'on parle. C'est véritablement l'HEIF, c'est quand même dans des réglages FTP. Les autres réglages, comme le périphérique mobile ou se connecter à d'autres appareils, ne sont pas concernés par le HEIF. Dans ces paramètres réseau, le premier qu'on vient de voir et qui est nouveau est la possibilité de transférer les fichiers en format HEIF. Je le répète, dans ce menu-là, on va choisir donc d'activer la compression HEIF d'un RAW ou d'un JPEG qui sera immédiatement pris sur la carte à chaque fois qu'on va appuyer sur transférer ou qu'on va le faire de façon automatique. Il va passer dans une moulinette entre guillemets supplémentaire qui va le convertir en HEIF et le transférer. On ne stockera pas ce fichier sur la carte, on l'envoie sous ce format. Et nous, on garde évidemment le format d'origine qu'on a choisi, qui soit même simple ou multiple, c'est-à-dire qu'on peut faire RAW plus JPEG ou même 2 JPEG de différentes compressions. Une fois qu'on a choisi ce mode de compression, que ce soit faible, moyenne ou élevé, et ça vous le verrez en fonction de vos besoins et de vos besoins surtout de capacité de débit de transmission, vous l'avez activé et donc ça veut dire que systématiquement chaque image sera compressée à l'envoi. Il faut donc du côté serveur ou du côté client, entre guillemets, du côté client si vous envoyez des images à un client, mais au côté serveur en termes de réseau informatique, pouvoir lire ces images avec des codecs et ensuite les ouvrir et les décompresser soit en JPEG, soit en RAW. Et là, on verra effectivement que l'image peut faire 10, 15, 20 fois plus en termes de taille. Donc pour comparaison, pour synthétiser cette nouvelle fonctionnalité qui est extrêmement importante pour la transmission, le HEIF 8 bits peut prendre d'origine un fichier RAW ou un fichier JPEG. Un fichier RAW fera environ, par exemple, entre 50 et 60 mégaoctets. Un fichier JPEG entre 15 et 20 mégaoctets, par exemple, en la meilleure compression possible sur le Z9. Une fois qu'il va être compressé, on aura par exemple en compression faible plutôt 4 mégaoctets de poids de fichier, en compression moyenne 2 mégaoctets et en compression élevée 1 mégaoctet ou moins. Ensuite, à l'arrivée sur un serveur à distance, sur un serveur FTP, la seule chose qu'on pourra faire, évidemment, c'est de prendre ce fichier HEIF et le convertir en JPEG. On ne va pas le rouvrir en RAW, ce n'est pas une capacité du HEIF. On s'est concentré sur la partie de la transmission avec le format HEIF en compression en 8 bits. À ça s'ajoute une fonction qui ravira ceux qui se connectent assez régulièrement à des serveurs FTP avec les aléas que ça peut représenter. Quand on fait une connexion à un serveur FTP, elle se fait en deux temps. D'abord, la connexion se fait soit en filaire, soit en sans fil au réseau, qui est le réseau, on va dire, proche de nous. Ensuite, une fois qu'on a fait cette connexion, on doit d'abord saisir l'adresse du serveur FTP, puis le dossier de destination, qui peut être soit la racine, soit un sous-dossier du serveur FTP, et ensuite le numéro de port, qui peut être, par exemple, par défaut, 21 en FTP ou 22 en SFTP. En revanche, si c'est un autre port qui a été choisi par l'administrateur réseau, on ne peut pas directement se connecter sur le serveur FTP. Ensuite, on a la connexion généralement qui est avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Tous ces éléments-là sont à saisir au dos du boîtier et si on échoue pour telle ou telle raison, parce qu'il y a un blocage dans l'acheminement IP de cette connexion, eh bien, on doit recommencer et c'est parfois très fastidieux parce qu'il peut y avoir différentes raisons d'échec de cette connexion. Dans cette version 5 du firmware du Z9, il y a deux éléments majeurs qu'on a améliorés sur le serveur FTP, c'est qu'on peut déclarer le port de destination du serveur FTP et on peut
tout enregistrer les réglages qui ont été faits. Donc s'il y a eu un problème dans l'enregistrement de ces réglages FTP, ils sont tous disponibles et on peut y retourner pas à pas, étape par étape, et ainsi pouvoir résoudre cette problématique de connexion et ainsi gagner un temps considérable. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes prêts pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, évidemment pour tous les autres types d'utilisateurs, mais c'est vrai que cette focalisation, elle était très importante du fait des enjeux de qualité d'image et de transmission. En parallèle de ces optimisations et de ces évolutions dans le firmware version 5, nous avons fait des tests avec l'organisation des Jeux Olympiques, avec Orange, le fournisseur d'accès réseau, et tout est prêt aujourd'hui pour que le Z9 soit sur une sorte d'autoroute de transmission et de production dans ce cadre des Jeux Olympiques. Donc nous nous sommes appuyés sur une architecture d'un boîtier Z9 qui a vu des évolutions depuis 2 ans et demi sur une version 2, puis 3, puis 4, puis 5 aujourd'hui, et qui continuera à évoluer au fil des développements de nouveaux algorithmes ainsi que des demandes de tous les types d'utilisateurs.